Je suis Jean-Marie Bergère. Je vais essayer d'animer, de faire le fil pour que la matinée se déroule et qu'il y ait un peu une progression dans nos échanges. Je dois ce plaisir au fait que j'ai la chance d'être à la fois du côté de l'Observatoire des cadres et du côté de Métis Europe, puisque je suis membre du comité de rédaction depuis sa création de Métis, mais aussi membre du conseil scientifique de l'Observatoire des cadres. Donc je dois ce plaisir à ça. Je vais essayer de m'acquitter de ma tâche au mieux. Encore une fois, les deux présentations, les deux introductions ont bien situé le débat. À la fois, Laurent nous a resitué les négociations, les accords qui sont actuellement signés, les débats que nous pouvons avoir dans une histoire qui précédait la crise sanitaire. C'est les accords sur l'encadrement, celui sur le télétravail notamment, qui existait avant, et comment est-ce qu'ils ont été pris en compte? Il y a des choses nouvelles. Et ça va nous permettre aussi de nous projeter, nous, un peu dans l'avenir, d'essayer de voir ce que demain, non seulement demain sera fait, mais ce que nous voulons pour demain. Et puis Daniel nous a invités à ouvrir la boîte noire qu'elle appelait une boîte de Pandore. Donc on va essayer effectivement d'en démêler quelques fils. Alors, je vais présenter chaque intervenant. Leurs noms sont affichés au moment où je vais leur demander d'intervenir. Je vais commencer donc par Marie-Laure Caillé. Alors, je regarde un peu mes notes de façon à être très précis toujours. Marie-Laure est responsable des publications de la chaire Futur de l'industrie et du travail. C'est une chaire qui est rattachée à Mines ParisTech, l'école des mines, pour le dire selon un vocabulaire qui donc maintenant est un peu passé. Et à ce titre, Marie-Laure, j'ai vu qu'elle l'avait là sur la table, elle va pouvoir vous le montrer. Marie-Laure vient de publier avec Suzy Canivinck le télétravail, le travail à distance, justement, puisque l'introduction explique bien que ce n'est pas que le télétravail. Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail? Il y a beaucoup d'autres publications, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est une collection qui se base beaucoup sur des enquêtes et toutes les relations que l'école des mines peut avoir dans les entreprises. Donc on est vraiment sur des enquêtes extrêmement concrètes. Et puis je le dis parce que tout à l'heure on va parler du secteur, de la branche, de l'édition et du livre. Et donc Marie-Laure a travaillé chez Hachette comme directrice éditoriale pendant pas mal d'années. Donc je pense que ça, elle pourra aussi voilà, faire le lien avec cette histoire. On va commencer tout de suite par deux questions extrêmement concrètes, très pratiques, des questions qui se posent, des questions qui sont des enjeux qui semblent se jouer autour justement de ce travail à distance, et que peut-être la période de confinement et de travail à distance contraint, massif, a révélé. Alors la première question, très simple, très directe, est-ce qu'on est plus productif, moins productif lorsqu'on télétravaille? Est-ce que ça a une incidence sur la productivité? Jean-Marie, ça marche, oui. Alors déjà, merci pour l'invitation. Juste quelques précisions sur la chaire Futur de l'industrie et du travail de Mines ParisTech. C'est une chaire qui est donc mécénée par un certain nombre d'entreprises privées, et c'est à leur demande, principalement Renault et Orange, que nous avons fait une recherche sur le travail à distance qui a commencé à l'automne 2020. Avec comme objectif, je dirais, d'éclairer les entreprises sur des accords qu'elles pouvaient vouloir signer dans l'avenir, mais également pour une réflexion plus large sur des modes d'organisation et de communication qui pouvaient accompagner une instauration pérenne, disons, d'une dose de travail à distance. Par rapport à ça, nous avons organisé une quinzaine d'auditions avec à la fois des experts et des managers, et nous avons complété ça par une recherche plus de la littérature académique, et on est tombé sur plein d'études très intéressantes et pas forcément toujours très connues, et c'est un peu sur la base de ces études que je vais répondre à la question de Jean-Marie aujourd'hui. Alors, sur la productivité du télétravail,
Pendant la période que nous venons de vivre, on a lu un peu tout et n'importe quoi, avec des chiffres qui pouvaient aller de moins 30 à plus 25%, souvent basés sur des études anciennes qui précèdent la période, avec des méthodologies pas toujours très claires. Bref, honnêtement, on peut absolument rien tirer de ces chiffres qui sont donnés un petit peu en vrac. Donc, je vais juste vous dire 2-3 choses qui paraissent à peu près sûres, à peu près. Bon, la première, c'est qu'il semblerait que le télétravail générait, avant la pandémie et pendant la pandémie, une forme de surtravail. C'est-à-dire qu'il y a eu un allongement du temps, soit journalier, soit hebdomadaire de travail. Mais suite à ça, on n'est pas sûr de ce qu'on peut en tirer. Il y a eu effectivement du surtravail. Mais ce surtravail, est-ce qu'il a juste permis de remplir son travail normal ? Ce en quoi ça signifierait donc qu'il y a eu une baisse de la productivité du travail. Et pourquoi ça aurait permis juste de remplir sa journée normale? Parce qu'il y a eu des coûts de mise en route, des coûts de coordination qui ont été évidemment accrus dans un premier temps, des tunnels de visioconférence, et pour le premier confinement, la question évidemment pour beaucoup de gens de l'école à la maison et de la présence des enfants. Voilà. Donc, ce surtravail a pu, dans certains cas, juste permettre de faire normalement son travail. Dans certains autres cas, il est tout à fait possible que le surtravail ait généré des gains de productivité. Pourquoi? Parce que, d'abord, meilleure concentration. Dans certains cas, interruption moindre, moins de contrôle, sentiment d'autonomie dans l'organisation de son temps, donc un niveau de satisfaction qui a pu générer des gains de productivité. Mais ça n'a rien d'évident, ni rien de mécanique, et ça dépend non seulement de chaque entreprise, mais je dirais même de chaque service et de chaque personne. Donc on ne peut vraiment pas généraliser grand-chose. De toute façon, c'est un point important, des gains de productivité qui seraient générés par du surtravail, eh ben, ils ne sont évidemment pas durables. Donc ils vont tendre à s'épuiser, et peut-être déjà sont-ils épuisés. La deuxième chose qui paraît à peu près sûre, c'est qu'il y a une sorte de conditionnalité entre d'éventuels gains de productivité et la satisfaction des salariés par rapport aux conditions du télétravail. Autrement dit, si les salariés sont satisfaits à la fois des conditions cadres, par exemple double volontariat, accord d'entreprise satisfaisant, des conditions matérielles, équipement, conditions du logement, conditions personnelles du salarié, c'est-à-dire compétences numériques, mais aussi compétences sur le poste. Voilà, si toutes ces conditions sont réunies, on peut supposer que le télétravail est jugé satisfaisant par le salarié et que cette satisfaction du salarié peut produire des gains de productivité. Troisième chose dont on peut dire qu'on est à peu près sûr, c'est qu'en matière de productivité, le travail optimal n'est ni à 100% sur site, ni à 100% en télétravail. Vous avez dû probablement tous entendre parler de cette fameuse courbe en U inversée proposée par l'OCDE et qui a aussi ensuite été reprise par la Banque de France. Donc cette courbe en U inversée, elle nous dit qu'une dose de télétravail fait augmenter dans un premier temps la productivité, mais que quand ce télétravail devient excessif, la productivité commence à baisser. Le tout est de savoir quelle est la forme de cette cloche. Et ça, personne ne peut la généraliser. Ça dépend véritablement du secteur d'activité, de l'intensité d'utilisation des outils numériques, de la maturité des salariés. Bref, ça dépend de plein de conditions sur lesquelles on ne peut absolument pas généraliser. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que si on prend les critères sur travail, qualité, je dirais, des conditions de mise en œuvre du télétravail et fréquence raisonnable et raisonnée de télétravail, alors, si toutes ces conditions sont réunies, le télétravail peut effectivement, à terme, quand de nouvelles routines managériales seront mises en place, générer effectivement, probablement, un accroissement de la productivité. Mais ça n'a rien de mécanique, rien d'automatique, et on voit qu'il y a beaucoup de conditions qui doivent être réunies pour ça. Ce qu'on appelle le surtravail, ce que vous appelez le surtravail, c'est l'allongement des horaires, typiquement, ou c'est plus que ça? C'est un allongement presque autorégulé
d'un temps de travail qui deviendrait plus long de façon journalière, avec des horaires plus atypiques, des gens qui peuvent travailler en soirée, la nuit, parce que ça leur convient. Voilà. Donc c'est quand même un allongement global de la durée du travail. Et pas simplement une liberté dans son emploi du temps, tel que l'évoquait Daniel Non, tout à l'heure. voilà, ça n'est pas qu'une liberté. Cette liberté d'organisation peut générer du surtravail. D'accord. Alors, à l'époque, on considérait que c'est ce qu'on appelait la question de la redevabilité sociale, c'est-à-dire que les personnes qui télétravaillaient quelques jours par semaine se sentaient en dette vis-à-vis de leur entreprise qui leur avait accordé cette journée de travail, et donc, quelque part, elles voulaient absolument montrer qu'elles travaillaient bien, qu'elles étaient présentes, qu'elles étaient réactives, etc. Ça, c'était peut-être ce qui était mesuré avant la pandémie pour mesurer le surtravail. Pendant la pandémie, les causes pourraient être différentes. Ce n'était pas forcément la redevabilité vis-à-vis de l'entreprise, puisque tout le monde était mis sur le même plan. Au cœur des gains de productivité possibles dans l'hybridation, puisque tout est hybride, là, on est le mot qui marquera cette époque. S'il y avait un mot de la rentrée, je pense qu'il faudrait proposer hybride. C'est l'équilibre entre le travail collectif, le travail coopératif, et puis un travail plus isolé. Et c'est la deuxième question, est-ce qu'on peut continuer à être aussi créatif en associant créativité et coopération, collaboration collectif? C'est peut-être resterait encore à affiner, mais est-ce qu'on peut être aussi créatif? C'est une question qui a été posée très souvent, si on reste éloigné. Alors, c'est vraiment une question que je trouve passionnante parce qu'elle est très souvent maintenant évoquée par les entreprises pour justifier en fait le retour au travail, les collaborations et in fine derrière les collaborations, la créativité et l'innovation ne pourraient pas être réalisées en télétravail, ou en tout cas le télétravail serait nuisible à ces phénomènes. Bon, il y a une étude auquel il a souvent été fait référence pendant la période. C'est une étude qui date de 2015 d'un certain Nicolas Bloom qui avait donc étudié ce qui se passait dans une agence de voyage dans laquelle on avait mis, enfin, il y avait sur une base volontaire, il y avait une partie, 50% du personnel s'était mis en télétravail et les autres étaient restés au bureau. Ce qui ressortait de cette étude, c'est que sur les tâches, si le télétravail était choisi, et dans le cas particulier, les personnes avaient choisi de télétravailler, alors il y avait effectivement une productivité qui était supérieure sur des tâches qui étaient assez répétitives, c'est-à-dire répondre au téléphone, traiter des demandes standardisées, et que là, pour le coup, la productivité était meilleure. Et Bloom, à contrario, disait, mais sur les tâches créatives supérieures, non, le télétravail est négatif. En fait, bon, il avait vraiment étudié que l'agence de voyage, donc c'est une conclusion qui sort un peu, à mon avis, de nulle part. Un autre chercheur, qui s'appelle Dutcher, lui, il a conclu exactement à l'inverse. Il dit, non, le télétravail est excellent pour les tâches créatives parce qu'on est beaucoup plus concentré, on est isolé, on a le temps de quelque part de laisser sa pensée aller. Et effectivement, dans les tâches créatives, il y a une partie, disons, divergente et une partie convergente. Donc la partie divergente, bah, peut-être qu'il faut qu'elle se fasse en collectif. C'est là où les idées percutent. C'est ces échanges intenses qui donnent de nouvelles idées. Et puis, il y a une phase peut-être plus convergente dans laquelle une certaine solitude peut être très utile. Bref, entre Bloom et Dutcher, on ne sait pas trop ce qu'il faut penser. Une étude que je trouve très intéressante, alors qui est assez ancienne, étudiait 80 équipes de logiciels, de développement de logiciels installées à travers le monde. Et cette étude, elle concluait à une chose assez intéressante, je trouve, c'est que c'est pas tant la proximité physique qui compte. Elle mettait d'ailleurs en valeur ce fait que les équipes qui étaient les plus performantes étaient celles qui étaient dispersées dans la même ville, dans un même pays ou sur un même continent, et qu'elles étaient plus performantes que celles qui étaient localisées dans un même bâtiment, mais à des étages différents. Ça paraît un résultat un peu contre-intuitif quand même. Alors, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Une chose assez simple, c'est que les équipes dispersées, elles ont réfléchi à leur mode de communication et d'organisation. Alors que les équipes qui sont colocalisées,
elles ont tendance à se reposer sur la proximité physique et donc à ne pas mettre en place d'organisations spécifiques pour améliorer les communications et la transmission. Et je trouve que c'est assez convaincant et surtout ça nous fait dire que ce qu'il faut travailler, c'est peut-être pas tant de savoir où les gens travaillent, mais quels sont les process qu'on met en place. Et donc de s'intéresser beaucoup plus, de prendre comme acquis que les gens sont à distance, et d'ailleurs c'est le cas, puisque nous ne travaillons pas qu'avec des gens dans notre sphère directe, nous travaillons avec des entreprises extérieures, des fournisseurs, etc., avec lesquels nous travaillons déjà souvent et beaucoup à distance. Donc c'est bien ces process qui doivent être mis en place, beaucoup plus que de se préoccuper uniquement de savoir où les gens travaillent. Est-ce qu'on peut dire aussi que la richesse des collectifs tels que vous les décrivez, c'est aussi d'être des collectifs où il y a une grande diversité, alors que finalement quand on se retrouve dans un même lieu, on augmente la probabilité qu'il y ait une homogénéité dans les styles de vie, dans les cultures, dans les formations, etc. Oui, c'est aussi ce que montrait cette étude, c'est que d'une façon générale, la dispersion favorise effectivement d'abord des provenances géographiques différentes, des cultures différentes, des points de vue différents. Voilà. Mais bon, je ne pense pas qu'on puisse généraliser, puisque l'étude montrait aussi que quand vous êtes dans la même ville, où peut-être il y a une certaine homogénéité, ça donnait quand même des résultats meilleurs que la colocalisation dans le même bâtiment. Bon, alors évidemment, c'est une étude, on ne va pas généraliser à partir de là, mais ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. La dernière étude dont je voulais vous parler, c'est celle que Daniel a évoquée. Hein, c'est l'étude Microsoft sur 61 000 personnes, donc c'est quand même une étude assez robuste. Madame pourra peut-être compléter, qui mettait en valeur donc l'idée de cette force accrue. Au moment des premiers confinements, on a travaillé d'abord avec des gens qu'on connaissait déjà et avec lesquels on avait l'habitude de travailler, ce qui ne me paraît pas totalement illogique d'ailleurs. Mais que du coup, effectivement, on a moins travaillé avec des gens avec qui on travaillait par le passé, mais ce qu'on appelle des liens faibles. Et par ailleurs, on a ajouté très peu de nouvelles personnes à notre réseau. Voilà. Et donc, peut-être un peu abusivement à mon avis, on en conclut que, ah ben oui, décidément, le travail à distance, c'est pas bon pour la collaboration et l'innovation. Je pense que c'est peut-être un peu rapide. 3 éléments pour dire que c'est un peu rapide. Le premier, c'est que ça s'est passé, c'est une étude qui a eu lieu sur le premier confinement. Donc, bon, comme je vous disais, instinctivement, dans une période où on est un peu en panique, on va se tourner d'abord vers les gens qu'on connaît. Ça ne paraît pas totalement illogique. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut peut-être pas non plus généraliser. Tout le monde n'est pas concerné par des processus d'innovation et de créativité tous les jours. Ça me paraît. Enfin, il y avait une autre étude d'ailleurs vachement intéressante qui était pourquoi vous revenir au bureau. Une des raisons, c'était l'innovation. Elle arrivait en avant-dernière position. Pas parce que les gens ne se sentent pas forcément concernés quand on leur dit tu viens au bureau pour faire de l'innovation. Et ils viennent au bureau pour bosser sur des choses. Ils n'ont pas tous le sentiment qu'ils vont faire de l'innovation et de la créativité tous les jours. Donc, en réalité, beaucoup de salariés ne se sentaient pas trop concernés par cette affaire d'innovation. Et le troisième point, c'est qu'on peut aussi imaginer d'avoir une vision un peu volontariste. Peut-être que oui, c'est plus compliqué de collaborer et d'innover à distance, mais ça n'empêche pas d'essayer de le faire. Et donc, si on a une approche plus volontariste, si on met en place ces fameux process organisationnels, si on tire tout le parti des outils numériques, peut-être que ces problèmes tendront à diminuer avec le temps. Merci Marie-Laure. Ça introduit l'intervention suivante. C'est parfait. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, notamment vous introduisez sur une question sur ce que c'est l'innovation. On n'a pas le sentiment d'innover, peut-être qu'on innove, et des fois on a le sentiment de faire des grandes innovations, et puis non. Bon, je passe sur cette digression. Alors, Anka Bobok, vous êtes donc sociologue du travail et des organisations, chercheuse à Orange Lab, donc qui regroupe une communauté de chercheurs, on va dire comme ça. Vous êtes co-auteur aussi, décidément c'est la matinée, co-auteur avec Marie Benedetto Meyer, c'est ça, de sociologie du travail numérique. Je crois que c'est le titre exact du livre, et d'un article dans la revue Cadre que nous avons repris dans le document que Daniel présentait tout à l'heure. Alors,
mes questions, votre champ de travail. Juste, je précise que vous êtes aussi membre du conseil scientifique de l'ANACT. Et comme beaucoup de gens ici connaissent l'ANACT, peuvent même peut-être fréquenter les ARACT et l'ANACT, je le précise. Donc votre champ de recherche, c'est effectivement les évolutions du travail en lien avec les usages du numérique, et mes questions vont donc porter là-dessus. Assez étrangement, on a un peu laissé de côté pendant toute cette phase de confinement la question du numérique, qui était la transition numérique, était un sujet dont on parlait beaucoup avant, et puis d'un coup on a simplement été quelque part dans un état d'étonnement ravi de voir à quel point le numérique nous permettait de faire des réunions à distance, de nous voir par Zoom, de constater qu'on existait sous forme de petites vignettes sur un écran et qu'on pouvait se parler. C'est évidemment plus complexe que ça, et j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que les outils numériques peuvent apporter, y compris par rapport aux questions que Marie-Laure traitait, c'est-à-dire la productivité, la coopération, les échanges. Est-ce que les outils numériques, finalement, favorisent des relations parce que ça permet d'autres relations, ou est-ce que malgré tout ce ne sont pas des outils qui isolent derrière son écran, qui coupent des relations intersubjectives, qui sont aussi des manières de construire des interactions dans un collectif? Bonjour à tous et à tous, à toutes et à tous. Merci pour la question. C'est la sociologie du numérique au travail. Alors, pour répondre à ces questions, certes, les entreprises se sont équipées plus massivement pendant cette période, mais attention par rapport à la question, j'ai envie de commencer par dire ce n'est pas le numérique qui fait, parce qu'on entend beaucoup parler des effets du numérique, des impacts du numérique. En fait, ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec le numérique et ce que nous lui faisons faire. Autrement dit, tout se joue dans notre capacité d'agir avec le numérique, dans notre autonomie et capacité d'agir avec le numérique, de s'organiser collectivement avec le numérique. Donc ça, c'est un premier point. Il n'y a pas de déterminisme technique. C'est pas le numérique qui fait. Peut-être un deuxième élément de cadrage aussi, de dire, on parle numérique, mais derrière, on a des catégories d'outils différents avec des appropriations différentes. On a bien sûr les entreprises ressources planning, voilà, qui sont dans une logique de centralisation, standardisation, et qui sont très prescriptifs pour le coup. On a de l'autre côté des outils de communication comme la messagerie instantanée, le mail, avec des appropriations plus libres, peu prescriptives. Et au milieu, entre les deux, des outils sur lesquels on s'est beaucoup reposé, on a eu davantage recours à ces outils, les outils collaboratifs, pour lesquels la dimension collective des usages elle est très importante. Donc déjà, c'est deux premiers éléments de cadrage. Ensuite, la distance. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le travail à distance se développe, les formations à distance se développent. Ces transformations des espaces-temps ont des impacts, soulèvent la question de la construction sociale de savoir. Et je pense que c'est là que beaucoup de choses se jouent, y compris par rapport à la collaboration. Donc, je disais construction sociale des savoirs. Si je prends aussi bien dans la formation que dans le travail d'une manière générale, juste pour vous faire comprendre, si je prends le cas de la formation, c'est pas, j'apprends toujours seule, mais jamais sans les autres. C'est pas parce que je suis seule devant mon PC que je vais suivre des cours en ligne, voilà, différentes séquences, que finalement je vais apprendre. Ce qui compte derrière, c'est aussi la dimension réflexive de
de la mise en place de ces connaissances dispensées en formation. Donc, ce qui compte, c'est le fait que je vais échanger avec d'autres qui ont suivi la même formation que moi pour voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, où sont les freins. Je vais discuter peut-être au sein de mon équipe pour dire « Ah oui, tiens, j'ai vu ça d'intéressant, peut-être il y a peut-être des choses à faire de notre côté. Mettons-nous d'accord s'il y a quelque chose à faire ou pas, il y a peut-être des changements à opérer, il y a des moyens à mettre en place. » Donc pour dire, voilà, avec le numérique, on apprend seul, jamais sans les autres. On peut travailler seul, mais jamais sans les autres. C'est la même histoire. Et derrière, pour moi, par rapport à cette question de construction sociale, de savoir, il y a deux enjeux actuellement. Comme le disait Daniel tout à l'heure, on est au milieu du gué. Avec le confinement, on a cassé des routines, on est en train de construire d'autres, et tout dépend de l'efficacité de ce que l'on arrive à faire. Et l'efficacité de ce que l'on arrive à faire dépend d'une part de l'équilibre entre la présence et la distance. On a besoin des deux. Je pense que sur ça, on est tous d'accord. Mais ce qui compte, c'est surtout notre capacité à jongler entre les moments de présence et les moments de distance en fonction des contextes, des interlocuteurs à un moment donné, en fonction des besoins de l'activité. Donc c'est ce besoin fin d'équilibrage entre les deux qui a besoin de se faire aussi très localement. Pourquoi la présence? Eh bien parce que c'est la présence qui... c'est par le présentiel qu'on a un caractère non réfléchi, non médié des échanges. Le fait que, voilà, je suis là et je vais vous parler d'une chose que je n'ai pas pensé dire, mais par contre, le fait de l'avoir dit nous fait réfléchir différemment à ce que nous allons faire ensemble par la suite. Pourquoi la présence? Parce que ça laisse la place au corps. Or, on sait que les corps sont des vecteurs d'affectivité très importants pour la communication humaine. Et j'insiste sur ce point parce que ça permet de développer là une présence socio-affective. Et c'est cette présence socio-affective, lorsqu'elle est positive, nous donne aussi l'envie de faire ensemble, de s'engager. D'elle dépend aussi la cohésion d'une équipe, d'où l'importance des régulations managériales. Je reviendrai peut-être par la suite. Donc, deuxième raison de la présence, cette présence socio-affective dont dépend la présence cognitive, le fait que l'on se sent proche et on peut travailler ensemble par rapport à ce que disait Marie-Laure. Voilà, on a des liens qui se sont établis, qui sont là dans la durée, et ça nous permet de travailler bien ensemble, même si on ne s'est pas vu depuis 3 ans, même si on est à 300 km de distance, on reprend tout comme si c'était hier. Mais parce que tous ces points-là des présences cognitives, présences socio-affectives sont là, sont déjà bien établis. Pourquoi aussi la présence et par rapport à l'allongement du temps de travail pendant le confinement? Parce que la présence laisse la place aux échanges informels. Qu'est-ce qu'on a vu pendant le confinement? Effectivement, que notre temps de travail s'est rallongé, et c'est dû aussi en grande partie au fait que les réunions que nous avions étaient des réunions formelles qui laissaient, même si c'était très efficace et très bien organisé, mais qui laissaient moins la place aux échanges informels. Donc qu'est-ce qu'on faisait derrière? On se fixait d'autres réunions pour débriefer, pour discuter de ce qui s'est passé, parce que pendant la réunion, et oui, j'ai pas pu me tourner vers mon collègue pour lui dire non, enfin peut-être pas, j'ai pas pu jeter un regard au fond de la salle pour dire non, peut-être pas, on va faire différemment, ou si, vas-y. Donc toutes ces choses-là que l'on fait spontanément, très rapidement en temps normal, en présentiel, ben, pour toutes ces choses-là, il a fallu rajouter d'autres réunions. Donc voilà, on était dans des tunnels de réunions. Donc vraiment une importance de la présence, mais aussi une importance de la distance. Je ne veux pas faire des listes sur les avantages, les inconvénients du télétravail. Vous avez vu beaucoup de choses sur ce sujet. Insister peut-être sur un point. La distance nous apporte aussi un temps de latence dans nos échanges. Même si c'est pas avec le numérique, même si on a des échanges voilà, par messagerie instantanée, donc presque synchrone, eh bien non, il y a quand même un temps de l'écriture. Je commence à écrire une chose, ah non, je ne vais pas le dire comme ça, je recommence. Et ce temps de latence, qui peut être plus ou moins important,
nous permet aussi de nous décentrer, de sortir de nos positions, de nos raisonnements. Finalement, bah oui, mais il n'a pas complètement tort de dire comme ça. Et ça permet de revoir aussi nos positions, nos représentations, nos schémas d'action, d'en reconstruire d'autres. Donc effectivement, importance de la présence, importance de la distance. Et je répète, ce qui est important par rapport à ce premier enjeu, c'est d'arriver à jongler entre les deux finement en fonction des besoins de l'activité, des interlocuteurs, des contextes à un moment donné, des enjeux à un moment donné. Deuxième enjeu par rapport à l'histoire de la construction sociale des savoirs, et encore plus par rapport aux outils, c'est la dimension collective dans l'appropriation des outils. Parce que certes, on va s'approprier les outils en fonction des facteurs individuels, en fonction de ce que je sais faire avec les outils, que ce soit aussi bien dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. Voilà, en fonction des tas d'autres déterminants qui dépendent des deux sphères, la spécificité métier, la position que j'occupe dans l'entreprise, etc. Mais on s'approprie aussi les outils, et notamment les outils collaboratifs, parce que l'on s'est mis d'accord collectivement, pas forcément au sein d'une équipe projet ou une équipe fonctionnelle, mais au niveau d'un collectif de travail qui a une tâche à réaliser sur ce que l'on va faire avec ces outils. Quelle est la valeur ajoutée de ces outils par rapport à ce que nous avons à faire? Quel est le sens qu'on donne à ces outils? Il est illusoire de croire, voilà, par exemple, que dans Teams, on va tous balancer tous nos documents juste pour se retrouver dans une surcharge informelle incroyable et qu'on soit tous perdus. Qu'est-ce qu'on fait? On se met d'accord sur les documents que l'on partage, sur les modifications que l'on va faire, sur ce que l'on rend visible de notre travail aux autres. On s'expose aussi aux remarques des autres. Donc voilà, cette élaboration des règles collectives par rapport aux usages des outils, elle est très importante. Est-ce que cette élaboration collective n'est pas facilitée par des équipes où les gens se connaissent préalablement au télétravail ou au travail à distance? Comment on intègre des nouveaux venus? Dans ce que vous décrivez, on se dit que ça va être compliqué pour eux de contribuer à l'élaboration collective de ces normes collectives. Est-ce que ça ne crée pas des nouvelles inégalités? Disons, ce qui compte, c'est justement ces discussions permanentes, parce que l'activité, elle évolue d'un jour à l'autre. On ne fait pas forcément aujourd'hui ce qu'on va faire demain, et ainsi de suite, pas forcément avec les mêmes interlocuteurs. Donc, ce qui compte, c'est maintenir ces discussions collectives qui nous permettent, qui n'ont pas besoin d'être longues. Il ne faut pas imaginer des espaces de discussion ou des choses très, très compliquées, mais qui ont le mérite en permanence de faire cette adéquation entre outils numériques et activités, aussi bien individuellement que collectivement. Donc, par rapport aux nouveaux venus, on les embarque dans ces discussions à tout moment. Par rapport à la question des inégalités numériques d'une manière plus générale, je viens de dire, on a souvent tendance à parler des inégalités numériques par rapport aux équipements. Voilà. Mais ce ne sont que des inégalités d'accès. Le fait que l'on soit équipé aussi bien à domicile, comme je disais, ce que nous faisons avec le numérique à domicile compte dans la sphère, pour ce que nous allons faire dans la sphère professionnelle, mais c'est pas parce que, par exemple, je maîtrise des réseaux sociaux, Facebook ou autres, dans la sphère personnelle, je vais utiliser derrière ces réseaux au sein de l'entreprise. Donc ça compte, mais ça ne détermine pas complètement. Ce qui compte, je l'ai dit, c'est la valeur ajoutée qu'on donne à ces outils en situation de travail. Donc, des inégalités d'accès, le fait que l'on soit équipé, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Et sur ce que j'insiste jusque-là, sont les inégalités d'accès, de contexte. Le fait que, justement, on est dans des contextes qui nous permettent de mobiliser ces outils et qui nous donnent cette capacité de faire avec les outils. Donc les facteurs collectifs, l'entraide, le fait que l'on soit dans des réseaux qui nous permettent de discuter, comme je disais, de ce que les uns et les autres ont fait avec les outils numériques ou ce que l'on a appris seul en ligne. La régulation managériale, le fait que les managers au sein des équipes organisent aussi
des simples points dans les réunions d'équipe pour dire oui, mais qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça a un sens pour nous, mettons-nous d'accord. Donc, à partir du moment où, et bien sûr, au niveau plus organisationnel, le cadre que l'on donne pour ces échanges, donc, ça se joue beaucoup au niveau des politiques d'entreprise. Oui, et la question du management que vous posez très bien dans votre article, qui est repris dans l'article de la revue Cadre, repris dans notre brochure commune. On va en rester là. Il y aura un temps de questions, je pense, parce qu'il y a encore beaucoup de points qu'on pourrait développer. Merci beaucoup. En Cavoboc, je vais interroger maintenant Jean-François Poupart. Alors, directeur des relations sociales du groupe Mutualis, j'ai compris qu'on prononçait Vive. Je m'interrogeais jusqu'à présent, mais on prononce donc bien Vive et non pas VYV, qui est un groupe mutualiste, probablement vous avez déjà entendu parler. Il y a plus de 70 entités différentes, comme me disait Jean-François lorsqu'on a préparé cet entretien. Donc, on dit protection sociale, soins, bien-être, voilà. Jean-François donc, est directeur des relations sociales du groupe. J'ai compris que dans sa mission, il y avait aussi l'idée de contribuer, de participer à une transformation des modalités, des modes organisationnels et managériales au sein de ces entités. Et probablement, quelques personnes dans cette salle ont connu Jean-François Poupart lorsqu'il dirigeait Syndex, le cabinet Syndex. C'est bien le même pour ceux qui en douteraient. Alors, on va enchaîner. J'ai envie effectivement de revenir un petit peu sur la question liée à l'activité et aux transformations au sein de Vive, sur ce que c'est qu'un collectif. Ça a été abordé par Daniel, par Marie-Laure. Là, on vient d'en parler encore sur les différentes modalités. Comment, au sein de Vive, finalement, on prend en compte cette hybridation du travail entre distance et présence sur le même lieu, avec l'idée que la présence sur le même lieu est plus favorable au collectif. Qu'est-ce qu'il faut entendre par collectif? C'est une question, je crois, qu'il faut approfondir, parce qu'on a une vision souvent un peu, un mot magique. Oui, c'est une question qu'il faut effectivement se poser par rapport à ces débats. Donc merci déjà Jean-Marie et merci à Métis Europe et à l'Observatoire des cadres pour cette invitation. Peut-être une ou deux petites remarques préalables avant de revenir sur la question du collectif. Alors, Vive, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le rapprochement de plusieurs mutuelles, dont Harmonie Mutuelle ou la MGEN. Alors ça, en général, c'est assez connu, hein, tout le monde a une mutuelle santé, mais c'est effectivement, tu le rappelais, beaucoup d'entités aussi de soins et d'accompagnement, donc ça va de la crèche à l'EHPAD, en passant par des services de soins de suite, de handicap, réseau d'ambulance, etc., puisque les mutualistes, dans leur histoire, ont développé beaucoup d'activités médico-sociales et sanitaires. Et puis également un pôle logement. Alors, donc peut-être déjà une remarque préalable par rapport à ça. Vive, c'est un peu plus de 45 000 salariés, dont seulement 15 000 sont concernés par notre sujet du jour, du télétravail. Hein. Donc, c'est une remarque que je voulais faire, c'est que quand on parle de télétravail, on ne parle pas de tout le salariat. Et moi, il y a une préoccupation que j'ai par rapport à ça, c'est d'éviter une sorte de fracture, entre guillemets, entre des métiers, des fonctions télétravaillables, plutôt les cols blancs, hein, et puis des populations ouvrières ou, en ce qui nous concerne, nous, de soins ou autres, qui ne seraient pas télétravaillables. Hein. Et justement, ça a été rappelé déjà dans plusieurs interventions, on va parler de confiance, d'autonomie, mais la confiance et l'autonomie dans le management, c'est pas que pour les salariés qui télétravaillent, ça peut se déployer évidemment pour tous les salariés et même pour ceux qui sont en présence. Voilà, donc je referme cette parenthèse, c'est pas le sujet du jour, mais pas oublier ça. Et puis par rapport, donc pour revenir sur la question du collectif, au sein du groupe, on a effectivement une expérience avant la crise déjà de travail à distance, puisque ça aussi c'est l'histoire de la mutualité. Autant la MGEN est une structure nationale, la mutuelle de l'enseignement depuis sa création, Harmonie Mutuelle, vous le savez peut-être, ça a été le rapprochement au fil de l'histoire de mutuelles qui au départ avaient une base départementale.
Du fait de cette histoire, aujourd'hui, on a des fonctions support qui sont éclatées sur 70 sites à peu près en province, puisqu'il y a eu des regroupements dans le temps, mais on est encore très éclaté. Donc cette pratique de travailler à distance, on l'avait déjà avant la crise, avec quelques constats quand même, c'est que on sait faire, mais c'est quand même pas toujours idéal. Ça veut dire effectivement se poser la question, et ça a été évoqué, et c'était très intéressant, effectivement, de dire quand on est à distance, on se pose la question des process, on se pose la question de comment on va fonctionner. Donc on avait déjà un petit peu cette expérience, mais avec effectivement des limites, des outils qui ne fonctionnaient pas bien. Donc on a progressé beaucoup là-dessus, mais on voit bien que ce n'est pas encore parfaitement idéal. Si j'essaye de regarder un petit peu ce que cette crise effectivement a généré et est-ce que demain on voit poindre. Alors là aussi, Daniel Kaiser-Cobert l'a bien dit, hein, donc je ne vais pas m'attarder trop longuement, mais l'augmentation de la demande de télétravail, bon ça c'est une évidence. Un autre fait parallèle que je pense qu'il doit être noté, c'est la demande aussi de mobilité géographique, hein, des salariés qui quittent Paris, mais aussi des grandes villes pour s'installer en province ou dans des zones plus rurales. Donc c'est un phénomène qui est très lié, évidemment, c'est parce qu'il y a le télétravail qu'on est dans cette possibilité ou autre, mais j'allais dire, on peut être à distance sans télétravailler quelque part, hein, mais voilà, la problématique est quand même là, et du coup ça s'additionne au télétravail de personnes qui partagent le même lieu de travail quand elles sont sur site. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, un mouvement qui effectivement s'accélère, même si ça a été dit, et je rejoins aussi, finalement la France demain ne sera peut-être qu'au niveau où étaient les anglo-saxons ou les nordiques avant nous, hein, donc il faut aussi peut-être relativiser. Un autre mouvement intéressant, c'est l'extension du champ des métiers télétravaillables. Si je prends l'exemple du groupe auquel j'appartiens, dans vos mutuelles, vous avez des agences qui sont ouvertes pour recevoir le public. Avant la crise, une agence, pas de télétravail possible. Bon, maintenant, on commence à se rendre compte que finalement, nos agents en agence, ils font au moins une journée par semaine de travail administratif ou de contact client adhérent via du phoning, via des emails. Cette journée-là, évidemment, peut être télétravaillée, voire même, elle va générer une meilleure productivité, puisque là, on est bien sur des tâches qui, effectivement, vont s'exercer plus facilement en télétravail que dans les locaux de l'agence, où vous êtes quand même dérangé par le passage, etc. Même chose, les fonctions support de nos activités de soins ou sanitaires. Jusqu'à présent, quand vous étiez dans un établissement où 90% des personnes ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils sont soignants, on avait tendance à dire aux fonctions support, vous venez sur site aussi. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est un peu idiot d'imposer à des fonctions RH, comptables ou autres, de venir à 100% sur site sous prétexte que la majorité des salariés. Donc voilà, on a une extension un petit peu de ce champ du télétravail. Ça, c'est plutôt aussi positif. Et puis, donc pour la question effectivement de la confiance, de l'évolution du management, du rôle du collectif, ce que je constate aussi, c'est une fonction RH qui a été quand même, avec cette crise, replacée largement au centre du village. Alors là aussi, elle peut différer, la fonction RH, selon les secteurs ou autres, mais globalement, moi, le constat que je faisais avant cette crise, c'est que la fonction RH n'était pas toujours très bien représentée ou très influente dans les COMEX, dans les stratégies, etc. Ce qui était plutôt quelque chose que, a priori, moi, je regrettais, mais qui était une réalité. Donc, la fonction RH est revenue un petit peu au centre. L'enjeu de faire évoluer le management, ce chantier culturel, donc, que je pense beaucoup de RH pressentaient, ou en tout cas avaient même abordé, pris en main avant la crise. Là, ça remet cette nécessité au centre, et c'est plutôt positif. De la même façon, ce n'est pas le sujet du jour, mais le dialogue social, qui parfois a été vu aussi comme une contrainte, je pense, a démontré pendant cette crise son utilité et sa valeur ajoutée et la nécessité de l'embarquer pour ces changements culturels. Ça veut dire, pardon, qu'on demande encore un peu plus aux managers et aux managers de proximité qui étaient souvent déjà dans une situation où ils avaient le sentiment qu'on leur demande, à la fois on les accusait de tous les maux et on leur demandait de tout résoudre. Comment vous concevez aujourd'hui le travail de ces managers sans que ça soit une injonction un peu facile en disant bon, c'est un problème de management, donc maintenant c'est à vous de faire? Alors, effectivement, c'est là que le rôle est crucial et où
l'accompagnement, je pense, doit se faire. En fait, ce qu'on constate, parce que là aussi sur la crise, c'est que finalement, l'équipe proche, le noyau, c'est-à-dire le manager et ses collaborateurs, a plutôt été préservé, voire renforcé. Parce qu'effectivement, on a continué à se parler, même si c'était à distance. Et finalement, ce collectif-là a été plutôt bien préservé. En revanche, un collectif plus large, c'est-à-dire l'ensemble d'un service, d'un département ou a fortiori même d'une entreprise, lui, il a été plutôt altéré. Voilà, donc il va falloir effectivement trouver les moyens de remédier à ça. Et donc du coup, par rapport à la question du rôle du manager, ils ont un rôle évidemment essentiel. Alors moi, je pense effectivement qu'il est plutôt complexifié. Alors c'est difficile en ce moment de lire les statistiques d'absentéisme, parce que vous savez probablement ils explosent un petit peu partout. Donc qu'est-ce qui est lié à la crise sanitaire, qu'est-ce qui est lié à la fatigue entre guillemets qu'on ressent tous après cette période. Mais on voit quand même que des gens qui s'arrêtaient très peu, et donc les managers essentiellement, effectivement ont un absentéisme qui augmente. Donc j'ai tendance à en tirer la conclusion que quand même on leur a demandé des choses pas faciles et que pour certains, ils anticipent effectivement ces changements, voilà, on leur l'injonction à l'autonomie, et ça peut être plus difficile pour ce que, allez, on va appeler une vieille école, du management plus classique, par le contrôle, par la présence sur site, le contrôle visuel. Donc, voilà. Pour moi, l'enjeu, il est vraiment là-dessus, d'expliquer que, certes, il y a ces enjeux de transformation, que l'hybridation, le télétravail va nécessiter ça, mais qu'il faut prendre le temps de le faire. Donc, si je reprends des exemples aussi là, de pratiques qu'on a pu avoir dans le groupe, quand on avait mis en place notre accord télétravail pré-crise, on avait fait un gros travail en amont avec les managers pour essayer de les embarquer, parce qu'on voulait éviter de se retrouver absolument dans une situation où en fait on imposerait du télétravail via un accord collectif, mais que certains, effectivement, soit s'y opposeraient, donc ça poserait un problème social, soit ils viendraient à contre-cœur quelque part, et ça risquerait de dégrader la qualité de vie au travail, de dégrader les relations avec les équipes. Donc gros travail préalable, gros travail d'accompagnement, de formation, et là maintenant qu'on rentre dans une phase de renégociation, ça a été dit, de ces accords de télétravail, avec effectivement des clauses de revoyure proches, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc là aussi, une attention particulière sur le management, sur les changements culturels que ça génère. Et qui dit changement culturel dit, c'est pas juste une formation qu'il faut faire. Les formations sont nécessaires, mais c'est vraiment un accompagnement dans la durée. Donc on met en place des ateliers, des groupes de pairs, des choses comme ça, pour là aussi qu'il y ait une émulation un peu collective entre les managers, parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau, ou même ils n'ont pas tous la même facilité pour aborder tous ces sujets, pour essayer de progresser ensemble, parce que voilà, ces enjeux de culture managériale, avant la crise, j'avais tendance à dire c'était déjà des enjeux de cohésion, c'était déjà des enjeux d'image, voire d'attractivité. Mais là, ça devient maintenant des enjeux, j'allais dire, quasiment vitaux par rapport aux façons dont le travail va évoluer. Mais finalement, ce que je comprends aussi, et ça rejoint ce que disait aussi Marie-Laure tout à l'heure, c'est que pour les managers, que ce soit à distance ou en présentiel, animer leur équipe proche de travail, continuer à animer les relations, les liens forts, pour le dire en termes sociologiques, finalement c'est quelque chose dont ils peuvent relativement bien se sortir, à la condition d'être accompagnés, c'est des conditions différentes, mais qu'en revanche, le collectif entendu au sens du collectif de l'entreprise, ou le collectif y compris de parties prenantes, de partenaires sur un territoire, ce collectif-là, c'est plutôt des liens faibles. Là encore, si on reprend cette modalité de qualifier les liens, sont beaucoup plus compliqués pour le manager sans qu'effectivement qu'il soit accompagné dans ce travail. Donc je comprends bien. Et justement, l'autre point sur lequel on est très attentif et sur lequel on met l'accent dans nos accords de télétravail, mais au-delà même des accords, dans la mise en place de ces nouvelles formes, c'est justement l'attention sur le collectif. Donc, par exemple, le fait de faire en sorte, j'évoquais tout à l'heure, le fait d'autoriser un travail à distance, c'est-à-dire un déménagement pour un salarié qui souhaite s'installer, par exemple, en province. Mais dans ce cas-là, on va imposer, par exemple, des jours minimales de présence, par rapport à pas tant par rapport à ces équipes pour les raisons que j'évoquais, parce que le lien il se continue à se faire, mais avec un collectif plus large, on va réfléchir à des événements collectifs.
Alors, vous savez que le télétravail aussi, on entend parfois flex office, économie de mètres carrés, de bureaux, etc. Eh ben, peut-être qu'il faut se poser la question que, effectivement, des économies de mètres carrés sur des bureaux individuels peuvent être compensées par plus d'espace pour du travail collaboratif, des salles de réunion, et puis parce que qui dit flex office dit aussi besoin de s'isoler quand même parfois pour passer un coup de fil ou faire un point, mais aussi des budgets à réinvestir dans des événements collectifs, dans du séminaire, dans voilà, des choses qui se faisaient déjà avant, mais peut-être qu'on aura besoin de faire de manière plus fréquente et un peu différemment pour travailler ce lien. Voilà, ce qui introduit la deuxième table ronde que nous aurons tout à l'heure. Merci Jean-François. Les intervenants sont parfaits, ils font des liaisons entre les uns avec les autres, c'est très bien. On est un petit peu en retard. On va prendre un petit temps de questions néanmoins de la salle. On me signale qu'il y a 77 personnes qui sont en ligne, qu'on salue tous. Nous, on ne les voit pas, mais eux nous voient. Je vois 2 mains se lever. Alors, je ne sais pas exactement voilà, comment le micro fonctionne et circule. À qui je donne la parole? Voilà, j'ai vu ce bras-là d'abord, et puis ensuite, dans la même rangée, voilà. Oui, merci beaucoup, Olivier Da Silva. Donc, je suis diplomate, ministère des Affaires étrangères. Juste un très bref commentaire et une question. Je suis revenu il y a quelques semaines du Brésil, où j'étais conseiller culturel et de coopération. Je ne fais pas l'article sur la situation politique et sanitaire chaotique du pays. Ce qui était intéressant dans ce que nous avons passé, et je crois que c'est un peu en contrepoint de ce qui est développé depuis tout à l'heure, c'est qu'en vérité, tout le monde s'est retrouvé en télétravail de façon extrêmement subie. Ça n'a pas d'originalité particulière, tout ça étant aggravé évidemment par la distance. Et un point qui n'a pas été soulevé jusqu'à présent, mais peut-être que ça sera abordé, c'est comment on fait du télétravail. Alors, au cas présent, c'était subi, mais je pense que ça mériterait d'être développé, avec des équipes qui sont prodigieusement hétérogènes. Pour l'instant, j'ai eu le sentiment, mais je me trompe peut-être, qu'on parlait d'équipes qui étaient sociologiquement homogènes ou qui étaient à peu près dans le même périmètre d'action. À titre personnel, moi j'ai dû composer avec des équipes extraordinairement différentes, des enseignants, des chercheurs, des artistes, etc. etc. Donc, le constat qui est rapide, c'est que l'absence d'organisation et les nécessités de mettre en place des plans de continuité d'activité ont engendré parmi les équipes un désarroi profond. Et je crois qu'on n'a peut-être pas suffisamment, enfin, où ça a été dit, puis on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire sur un espace aussi, un temps aussi réduit, mais je crois que la fonction de manager a été aussi dans ces moments d'être dans une écoute particulièrement forte. Et je crois que jusqu'à présent, on n'en a pas énormément parlé. Et ce sont des choses qui, à mon avis, vont continuer à être de mise dans la période qui s'ouvre sur un télétravail sans doute plus organisé. L'autre point, c'est sur la sécurité. Alors là, c'était davantage lié aux missions qui étaient celles d'une ambassade, mais ça induit une autre fracture qui est celle liée aux outils. Qu'est-ce qu'on a en termes d'outils? Qu'est-ce qu'on a en termes de sécurisation d'Internet ou d'outils bureautiques proprement dit? Et puis enfin, un point, mais ce n'est pas le sujet, c'est sur la concurrence. Et je fais le point avec le numérique. Le numérique introduit des éléments de concurrence dans des activités qui jusqu'alors étaient organisées sur un silo proprement dit. Très clairement, les Alliances françaises, à partir du moment où on peut faire des cours ailleurs que dans un site en présentiel, pourquoi on ne peut faire des cours de langue française depuis le Canada, d'Islande et ailleurs? Alors, sur la demande de changement, j'en viens au point, puisque c'est le thème un petit peu, comment est-ce qu'il y a des nouvelles demandes de changement? Moi, je donne simplement un éclairage sur ce qui se passe aux affaires étrangères, et je suis par ailleurs permanent CFDT. C'est que pour l'instant, la demande de changement ne s'exprime pas. C'est-à-dire que nous avons aux affaires étrangères 3000 personnes, en administration centrale, on a à peu près 1 millier de personnes qui sont actuellement en télétravail. Donc des demandes de changement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que tout cela est subi et qu'il n'y a pas de stratégie au sein du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a aucune stratégie, c'est-à-dire que tout se fait, les gens s'inscrivent en télétravail, les outils numériques se développent, les missions vont changer, le consulaire à l'étranger sera peut-être complètement différent. Et donc, et j'en terminerai avec ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse quand on a, je ne sais pas s'il y a une réponse possible, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse quand on est face à une administration qui subit elle-même, qui n'a aucune stratégie
et que nous percevons, nous, du côté, en tout cas, de la CFDT, comment on peut s'organiser par rapport à ça. Voilà, j'ai pris le micro très longtemps, mais je pense que ce sont des questions qui se posent de façon immédiate. Le télétravail, pour en tout cas un certain pan d'activité, je retiens vraiment 2 choses. L'hétérogénéité des personnels, comment on s'organise par rapport à ça, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou conduire l'administration à mettre en place en termes de stratégie. Sur ce qui se passe au ministère, je propose qu'on renvoie peut-être la question à la 2e table ronde dans laquelle Carole Chapelle va intervenir puisqu'elle a été négociatrice de l'accord sur le télétravail pour l'ensemble des fonctions publiques. Et donc ça sera peut-être plus adapté. En revanche, sur la première partie, y compris ce que vous avez dit sur le désarroi, l'isolement dans lequel pouvaient se trouver un certain nombre de salariés peut-être, et le rôle des managers, ou peut-être d'autres réactions en cas. Oui, non, mais par rapport à ça, deux choses. Enfin, par rapport à l'hétérogénéité de la composition des personnes amenées à travailler à distance et bien sûr par rapport à un numérique, présence et distance et concurrentiel. Donc au premier point, je pense avoir quand même insisté sur le sujet. On a besoin de ces temps communs de discussion. Qu'est-ce qu'on a vu pendant le confinement? Parce que justement, il y avait plein de gens en principe exclus du télétravail qui finalement ont télétravaillé. Ça a supposé aussi de la part de ceux qui organisaient à peu près ces collectifs, une organisation des discussions collectives en passant par des analyses de tâches qui font qu'on s'est réparti les tâches différemment, ce qui a dégagé du temps à certains pour être à distance. Donc, par rapport à l'organisation de l'activité, mettons-nous ensemble pour voir comment on peut s'organiser, comment on peut faire. Et 2, par rapport à l'utilisation, à l'appropriation des outils numériques. Ça, je ne l'ai pas dit, mais en termes d'accompagnement, il y a quand même des choses à faire aussi. Bien sûr qu'il faut communiquer autour de l'intérêt que l'on a à utiliser tel ou tel outil. Il y a un deuxième point qui est se familiariser avec les fonctionnalités de l'outil. Et là, on peut avoir des ressources nombreuses et variées. Je n'insiste pas sur ça. Mais ce qui est important, c'est pas parce qu'on maîtrise des fonctionnalités que derrière, on développe des usages. J'ai insisté sur la dimension collective. Et justement, organisons aussi les discussions pour le 3e point de l'accompagnement sur lequel j'ai insisté, cet ajustement entre numérique et activité. Donc, pour résumer sur les équipes hétérogènes, je dirais oui, mettons-nous d'accord sur l'organisation collective, sur ce qu'on peut faire ou pas faire à distance, comment on s'organise. Il y a peut-être des personnes qui pourront aller en présentiel et faire aussi des tâches pour ceux qui sont à distance. Et 2, attention à l'appropriation des outils numériques qui se jouent pour laquelle l'accompagnement se fait à plusieurs niveaux. Ça, c'était sur la première question. Et sur celle sur numérique et concurrentiel, ben oui, c'est le risque si on laisse le tout à distance. Sauf que le tout à distance ne marche pas. Voilà, on s'est rendu compte aussi que les liens s'affaiblissent. Bon, bien sûr, il y a des liens forts qui ont résisté beaucoup mieux, mais les échanges avec le numérique se construisent dans la suite du présentiel et sont alimentés par le présentiel. Si on fait à distance, oui, effectivement, des formations qui peuvent être faites n'importe où, mais j'ai insisté sur l'histoire de la construction sociale et des savoirs, de dire qu'une formation à distance, uniquement à distance, ce n'est pas une formation. Enfin, le risque, c'est surtout d'arriver à un rapport instrumental des savoirs avec ces formations à distance. Ça veut dire qu'on va acquérir des connaissances, des compétences mobilisables à très court terme et on oublie toutes ces dimensions réflexives qui nous permettent de faire des liens entre des systèmes explicatifs, des domaines qui donnent un autre sens à ce que l'on apprend. Donc oui, on peut faire à distance, on peut faire par les autres, mais attention au risque au plus long terme et y compris ce qu'on risque de rater, on risque de passer à côté tous les petits signes de mal-être, de difficultés dans lesquelles sont insérés. Dans l'informel, là, on reste très... comment dire, sur des choses où on échange des informations, on échange des idées, etc. Tout ça presque dans un objectif opérationnel. Mais j'étais sensible aussi à la première partie de la question, c'est-à-dire les managers aussi, les collègues de travail peuvent aussi repérer très tôt dans ces phases informelles que quelqu'un a un problème qui le tracasse, qu'il ne va pas poser. Est-ce qu'on peut le voir à distance? Est-ce que l'informel n'est pas aussi la condition du bien-être au travail?
Oui, oui, mais j'ai insisté beaucoup sur les échanges informels et tout ce qui nous font gagner dans nos activités. Mais aussi, un point peut-être qui n'a pas été soulevé à propos des régulations managériales, c'est aussi d'instaurer parfois des rites d'entrée en contact. Voilà, je suis toujours disponible le matin, avant 9 heures ou entre midi et 2, parce qu'il y a aussi ces hésitations que ceux qui ont à distance, ah ben non, mais je ne vais pas appeler, je risque de déranger. Donc, ces rites permettent aussi d'entrer en contact. Voilà, les temps de latence sont une chose, mais les temps d'échange informel sont aussi une chose positive. Mais j'étais sensible aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les temps. Il y a une deuxième question là-bas. Je pense qu'ensuite, on fera la pause. On a tenu le temps de la table ronde, qui était 1 heure. Donc, on va prendre encore cette question, un petit peu quelques réponses, et puis on fera une très courte pause, et on enchaînera avec Thierry Renaud. Merci. Bonjour, Philippe Forestier, groupe Generali. Moi, j'ai vu dans les métiers de la finance et banque et assurance une évolution inverse et préoccupante. Le télétravail envahit le lieu de travail. On a des entreprises qui disent maintenant revenez sur site, mais comme on fait de l'open office et du flex office, revenez sur site, mais vous n'avez plus de lieu, vous n'avez plus de service. Et vous devez vous installer quand vous arrivez, eh bien, à tel ou tel endroit, au premier endroit disponible. Donc je vois des managers qui, en fait, se retrouvent être obligés d'être sur site parce qu'on leur demande, puisqu'ils sont managers, de venir sur site quand leurs collaborateurs viennent sur site. Et en même temps, ils n'ont pas leurs collaborateurs dans un service, mais dans des immeubles. Et donc, ils font du télétravail sur site. Donc, ma question est, est-ce qu'on n'a pas un risque? Là, je parle d'une population spécifique, peut-être que c'est d'autres populations concernées. Je parle des métiers financiers, fonctions centralisées, fonctions support, banque, assurance. Mais est-ce qu'on n'a pas un risque que le télétravail envahisse le travail? Jean-François, est-ce que tu Oui, veux j'ai répondre? envie de réagir. C'est effectivement une remarque très intéressante auquel je vois on est confronté. Pour moi, ça, c'est un peu justement dans les tâtonnements dans lesquels on est dans la mise en place de ces télétravail. Et je pense que là, la réponse, elle doit se trouver justement dans la réflexion autour des temps et l'articulation entre les temps et les lieux. C'est-à-dire, dit autrement, si une journée, je vais enchaîner des réunions à distance, il faut que je reste chez moi parce qu'effectivement, sinon, je vais être aéré sur le plateau à la recherche d'une bulle disponible ou d'une salle de réunion. Parce que, effectivement, la norme demain, ce sera l'open space et le flex office. Donc voilà, donc il faut penser ça, il faut articuler. Et là, clairement, on est dans une période de tâtonnement que vous décrivez bien. Alors, mais du coup, j'ai envie de dire, ça passe par le dialogue social. Enfin, moi, je crois vraiment que ça doit passer par le dialogue social, ce qui, quand même, va obliger un petit peu à sortir des postures. Alors, comme aujourd'hui c'est organisé par la CFDT Cadre, et je vais me permettre quelques remarques. Moi, je suis en désaccord avec la CFDT de mon entreprise qui aborde ces sujets sous un angle que je trouve n'est pas le bon. Globalement, pour résumer, quand ils interrogent leurs adhérents ou les personnes qui sont proches, il y a une demande très forte de télétravail, j'allais dire maximale. Parce que je pense qu'en partie, les adhérents syndicaux sont des personnes plutôt d'un certain âge, bien intégrées dans l'entreprise, à l'aise avec les outils, etc. Et je trouve qu'en demandant des accords de télétravail avec jusqu'à 4 jours de télétravail, ils s'adressent à une certaine population, mais ils oublient peut-être les plus jeunes qui ont besoin d'intégration, ils oublient des effets, etc. Et moi, je plaide beaucoup plus pour ce que Daniel Kaiser-Grobet disait tout à l'heure, des étapes où on y va progressivement, où on se revoit et où on avance un petit peu. De la même façon, dans les négociations, parfois, on se bagarre beaucoup sur les indemnités, etc. Bon, c'est mieux s'il y a une indemnité de 20 € par mois que s'il n'y en a pas, mais c'est pas l'enjeu principal. L'enjeu, à mon avis, doit être plutôt sur l'équipement du domicile, parce que quand on télétravaille 2 à 3 jours par semaine, ça devient un enjeu central. Et puis surtout, ce qu'on évoquait, c'est-à-dire tous les dispositifs d'accompagnement, de formation des managers, mais aussi des salariés. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, voilà, c'est un petit point. Et par rapport à la remarque de M. Da Silva, face à une administration qui est un peu désemparée, etc. aussi, pour moi, la réponse, ce serait celle-là. Ce serait de dire pousser le dialogue social, forcer un petit peu l'employeur à se mettre autour d'une table, et puis effectivement de prévoir aussi des étapes, parce qu'effectivement, on ne passe pas de 0 à 3 jours par semaine. Je pense qu'il vaut mieux y aller progressivement et se laisser le temps de l'appropriation et que tout le monde progresse ensemble. Et ne pas oublier le dialogue social à tous les niveaux de l'entreprise. Le message a été envoyé.
Je crois qu'Orange a Marie-Laure. expérimenté quelque chose par rapport au flex, justement, qui pourrait être intéressante par rapport à ce que vous dites. C'est l'idée de garder quand même des quartiers au sein des espaces, de façon à ce que les équipes ne errent pas à se retrouver. Où est mon manager? Je t'envoie un SMS, mais t'es où? Enfin, ce qu'on entend dans les trains, ça serait maintenant au bureau, t'es où? Et je pense que cette idée de quartier, c'est assez intéressant qu'on puisse savoir à peu près où on va, où on se dirige quand on est au bureau, quoi. D'accord. Vous venez au bureau, on vient au bureau, voilà, exactement. On vient au bureau justement maintenant, demain on viendra au bureau plus pour rencontrer ses collègues que pour produire, on pourra produire chez soi, mais si on vient au bureau pour voir ses collègues et qu'on ne sait même pas où ils sont, ce sera compliqué.